Le basket, ça a été créé à Springfield, dans le Massachusetts, en 1891 par le docteur James Naismith, et c'était un sport qui se jouait essentiellement pendant l'hiver. Donc dans le lycée où Naismith travaillait, il devait absolument trouver un moyen d'occuper ses élèves afin de canaliser leur énergie. Il voulait se détacher du foot US qui était déjà pratiqué par tout le monde, ou même du baseball où ils utilisaient une batte. Donc il a imaginé un truc sans contact avec un ballon rond dans lequel on pouvait faire des passes dans tous les sens. Jouer avec un ballon rond et sans contact, c'est bien beau, mais il n'y avait aucun but et ça ne suffisait pas à canaliser ses élèves. C'est là que lui vient l'idée d'un jeu canadien, le Duck on the Rock. Dans ce jeu-là, c'était pas des cibles horizontales mais des cibles verticales, et ça lui a donné l'idée des paniers de basket. Pour ça, il est allé voir le concierge de son lycée qui lui a donné 2 paniers de pêche et il les a accrochés à un balcon. Il a rajouté à ce jeu 13 règles au total qui ont formé les règles originelles et c'est comme ça que le basket était né. Hey yo le Brise Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné d'un invité d'exception. Je suis avec Guillaume du 6e homme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un analyste de NBA. Je vais te laisser décrire un petit peu ton travail, tu le feras mieux que moi. Ouais, c'est ça, sur ma chaîne YouTube, le 6e homme, du coup je parle, comme tu dis, d'analyse. Moi la pratique c'est pas trop mon truc, par contre je kiffe trop regarder les matchs. Et donc voilà, je parle de l'actu, je parle aussi de l'histoire, je kiffe vraiment l'histoire. Je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Exactement. Et puis j'adore parler des prospects aussi qui vont arriver dans la grande ligue, ça c'est le petit truc que je kiffe. Donc voilà, j'essaie de faire tout ça sur ma chaîne. Donc pour cette vidéo, vous avez remarqué que j'ai un ballon un peu spécial. C'est tout simplement un ballon Ben Clark qui réutilise en fait les mêmes matériaux des premiers ballons de basket. Donc un gros merci à eux. Un gros merci aussi à la Hoops Factory de Clermont-Ferrand pour nous accueillir pour ce tournage. C'est super, ils nous ont privatisé la Hoops juste pour aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est là pour une vidéo un petit peu spéciale. On va retracer les origines du basketball. Ça va se faire selon 3 axes, le ballon, le panier, mais aussi les règles. Et on est tout de suite parti pour découvrir justement l'évolution des règles en NBA. Let's go! Dans le basket, il y avait 13 règles au départ, on va vous citer les principales. La première, c'était qu'on ne pouvait pas courir avec le ballon. La deuxième, c'est qu'on pouvait faire des passes dans toutes les directions. La troisième, c'est que le contact, normalement, c'était interdit. La quatrième, c'était que pour marquer un point, il fallait mettre un panier dans une cible qui était verticale. Et la dernière, forcément, c'est que c'est l'équipe qui avait le plus de points qui remportait le match. Attends, c'est tout? Tu veux dire qu'il n'y a pas de reprise, pas de marché ou quoi? Et non, comme je te disais, en fait, on n'avait pas le droit de courir avec le ballon, donc tout ça, ça évite tout problème de marché. Et en fait, le dribble, je pense que Naismith, il avait même pas pensé à ça, il l'avait même pas mentionné, parce que de toute façon, il jouait avec d'anciens ballons de foot qui étaient mal gonflés, qui rebondissaient mal. Et en fait, le dribble est arrivé en 1907 avec les premiers vrais ballons de basket. Ah ouais, le dribble était carrément interdit. Putain, mais moi, avec mon style de jeu, j'aurais pas fait long feu en fait. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres règles comme ça qui ont évolué avec le fil du temps? Et ouais, en fait, les règles, elles ont évolué, mais elles n'ont pas évolué toutes seules. Il y avait de vraies raisons. C'est à cause des joueurs, avec leur domination, il fallait forcément adapter les règles. Domination? En termes de domination physique, à part Shaq, je vois pas tant de joueurs que ça qui auraient pu avoir un impact sur la ligue au point d'en changer les règles, si? Et ouais, en termes de domination physique, comme tu dis, il y a Shaq pour qui on a pénalisé très fort le hack Shaq, mais aussi pour qui on a réautorisé les défenses de zone. Mais il y a aussi le regretté George Mikan, qui lui était tellement grand, tellement dominant, qu'il compterait tous les ballons en phase descendante. Donc la règle du goaltending, elle était parue après son passage en NBA. Ok, donc limite, le gars renvoyait directement le colis à son envoyeur en fait. Et du coup, à part les mastodontes comme Shaq et Mikan, est-ce qu'il y a d'autres joueurs au gabarit entre guillemets normal qui ont réussi à survoler la ligue au point d'en changer les règles? Ouais, mais en vrai, il y avait Reggie Miller, on peut pas dire qu'il a dominé la ligue, mais mine de rien, avec son shoot à 3 points, il arrivait tellement bien à balancer les jambes pour provoquer une faute, que là, du coup, ils ont sifflé une faute offensive dès qu'on sortait de son cylindre sur un shoot. Mais du coup, en parlant de 3 points, ça, si je me rappelle bien, c'était pas dans les règles originelles. À quel moment on s'est dit qu'un tir de loin, ça devrait valoir plus de points? En fait, la première utilisation du tir à 3 points populaire, c'était en ABA, la ligue qui était concurrente de la NBA, qui prenait un peu le sport spectacle avec leur slam dunk contest. Et du coup, c'est arrivé en NBA en 1979 pour le début de la saison. Ensuite, il faut savoir que ça a été ravancé en 1994 avant d'être reculé en 1997 parce que le jeu était beaucoup trop serré et qu'il fallait l'écarter. Attends, t'es en train de me dire que la ligne à 3 points a été avancée et puis ensuite reculée? Ça veut dire que James Harden a même influencé la ligue elle-même avec son step back? Non, ça c'est fort. En parlant de James Harden, au niveau de la provocation des fautes et tout, tu m'en as pas trop parlé, c'était comment? Mais en fait quand même au début le basket c'était un peu la bagarre et c'est un peu le comble pour un sport qui est censé être sans contact et qui est non violent. Et la ligue a voulu un peu lutter contre ça, donc dans un premier temps elle a mis des amendes à chaque fois qu'il y avait des coups de poing ou des bastons et en 1991 elle a décidé d'arrêter le jeu dès qu'il y avait du sang. Ça je pense que c'était lié un peu à la séropositivité de Magic Johnson. Il faut savoir qu'aussi au lancer franc les règles ont évolué. Will Chamberlain, il y a une légende urbaine qui dit qu'il arrivait quasiment à dunker depuis la ligne des lancers francs et là c'était beaucoup trop simple de scorer. Donc la NBA a obligé à retomber derrière la ligne à chaque fois qu'on tirait un lancer franc.
En parlant de lancer franc et de cette fameuse technique de Wilt Chamberlain qui du coup s'est lancé et retombé du coup derrière la ligne de lancer franc, quitte à limite aller dunker ses lancers francs, c'est exactement ce qu'on va essayer pour le premier défi où on pourra prendre notre dernier pied d'appui de la ligne des lancers francs. Ensuite on aura des lancers francs à la cuillère et pour finir on aura des vrais lancers francs cette fois-ci. Du coup on aura 3 essais par tir et je te propose que le gagnant soit celui qui comptabilise le plus de réussis sur ces 9 shoots. Ouais, c'est carré. Let's go! Tour réussi d'un coup franc. Une fois le fois, l'occasion aux Italiens de shooter. Vous avez remarqué que j'ai pas tout mon élan. Du coup, soyez indulgents. C'est parti. Yeah. Yes, good. Yeah. Oui. Dernier essai. Allez, passe au spectacle. Yeah. Oh yes. Oh. Bon, j'ai voulu faire un petit peu de spectacle. C'est les risques du métier. C'est les risques du métier. Ah, Guillaume, c'est parti. Oh! Ah, pas mal! En plus, t'as le maillot, hein. Il a exactement le maillot adéquat. Hein. Ah, il était meilleur que moi, il était plus loin. Yes, yes! Ah! Dommage! Let's go! La petite filoche. Yes! Les rageux diront que je shoot mieux comme ça qu'en vrai. Je suis bien. Ah! Ok, la puissance de Wilt. Ah! On est pas mal. Ah! Tu rates de pas grand chose. Let's go! Ok, first try. Let's go. Ah! Allez. Let's try. Oh, c'est limite, c'est limite. On va voir ce que nous répond Guillaume. Let's go. Ok, 0-1, c'est pas loin. Oh là là. Oh là là. Oh, la petite pépite. C'est bon. Yeah! Ok, pour le défi tir, c'est donc moi qui en ressortira gagnant. Guillaume, dis-moi quelles sont tes impressions, quelle différence t'as vu avec ce ballon et le ballon d'aujourd'hui? C'est super dur, franchement ce ballon il rebondit bizarrement, mais bon c'est de la qualité hein, mais c'est super dur de trouver ses marques avec ça. D'accord, et ben justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce ballon? En fait, le premier match de basket officiel, il a eu lieu en 1892, mais c'était pas avec un ballon de basket, ça n'existait pas à l'époque, ça s'est joué avec un ballon de soccer. Une balle de foot? Attends, t'es sûr qu'au final, le basket, c'était pas juste un regroupement de gardiens de but qui voulaient juste toucher un petit peu plus la balle? Ouais, c'est ce qu'on aurait pu penser au départ, mais t'inquiète pas, parce qu'en 1894, James Naismith écrit à une entreprise qui fabrique des ballons de foot US, des ballons de soccer, et donc l'objectif c'était de faire un ballon spécifique pour le basket, pour ce sport, et devine comment s'appelait cette entreprise? Je sais pas, ça devait s'appeler Ball Enterprise? Attends, je sais, tu vas me dire que cette entreprise était tenue par les ancêtres de Lonzo et Lamelo Ball, c'est ça? Ah, ça aurait pu, mais non, c'est quand même deux frangins, même si c'est pas les frères Ball qui l'ont fait, c'était les frères Spalding, qui ont monté leur entreprise A.J. Spalding Bros. Comme tu l'imagines, après, les matériaux étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, donc ça ressemblait exactement à ça, les ballons, ils étaient vraiment marron foncé, avec des coutures apparentes à fond, et une grosse couture là, qui servait à gonfler le ballon notamment. Ok, c'est bien beau ton ballon d'avant Jésus-Christ, mais moi j'aimerais savoir comment on a fait pour passer d'un ballon couleur Nutella à un truc orange pétant. De ce qui se dit, c'est les joueurs qui s'en sont plaints en premier parce qu'ils n'arrivaient pas vraiment à le voir. Je pense que c'est à cause de l'éclairage des salles qui n'était pas vraiment top. Et en plus, ils avaient beaucoup d'équipements en cuir, donc ça se confondait, ils n'arrivaient pas vraiment à le voir. D'accord, et j'imagine qu'à cette époque-là, ils possédaient pas encore ça. Ouais, les goggles, ça existait peut-être, mais pas sous ces formats-là. Ce qui est certain, c'est que les plaintes ont continué, notamment de la part des spectateurs. C'était pas normal qu'ils n'arrivent pas à suivre le match parce qu'ils voyaient pas le ballon. Et ce problème a pris de l'ampleur un peu avec les diffusions télé. Donc là, il y a un gars qui est arrivé, qui s'appelle Tony Hinkle, dans les années 50, qui a soumis un ballon orange, qui était à peu près comme ça. Voilà les gars, on était en train de vous dire que ce ballon de couleur un petit peu marron, les joueurs ne le voyaient pas très bien. On va donc se mettre dans leur peau pour ce défi. On va devoir faire un skill challenge avec ses lunettes et aussi un peu de bruit pour compliquer tout ça. On est parti. Il faut pouvoir se déplacer dans tous les sens, presque les yeux fermés, sans s'emmêler les jambes. Le parcours du Skills Challenge sera très simple. On devra commencer par un slalom en dribblant les deux ballons. Jusqu'à arriver pour faire un lay-up, on enchaîne avec un slalom à un ballon pour finir sur un 3 points dans le corner. 3, 2, 1, c'est parti. Oh putain c'est chaud, je vois rien. C'est tout plein de bleu, je vois rien. Ok. Lay-up. Ah c'est raté.
Slalom. Put up. For 3. Ah, j'étais pas loin. 3, 2, 1, let's go. Oh, c'est compliqué. Hop, c'est pas facile. Oui. Ok. Pull up for 3. Ah là, c'était pas facile. C'est donc moi qui ressors gagnant de ce challenge étant donné que le temps a été un petit peu meilleur. Guillaume, tu viens de nous envoyer quand même un sacré parpaing là. J'ai cassé la planche un peu. Un petit peu. En parlant de planche, est-ce que tu peux nous dire d'où vient la planche au basketball? Vas-y, je vais t'expliquer, ouais. Mais en fait, au départ, il n'y avait pas de planche. Le basket, ça se jouait dans des gymnases, dans les YMCA. C'était ces gymnases-là, avec les espèces de balustrades qui avaient une piste d'athlétisme partout autour. Ah oui, comme le gymnase Trévise à Paris, qui, il me semble d'ailleurs, est le premier terrain de basket européen. C'est ça, il faut savoir que ce gymnase Trévise à Paris, c'est une reproduction à l'identique de celui dans lequel a été inventé le basket, à Springfield, par Naismith. Et pour revenir à la question de la planche, il faut savoir que sur les balustrades, le public se mettait là pour regarder les matchs, et il mettait des grands coups de pompe pour éviter le ballon de rentrée. Donc la planche, ça permettait de les séparer et d'éviter ses coups de pied. Attends, t'es en train de me dire que sans ces troubles faits hooligans qui déviaient les tirs, Tim Duncan n'aurait jamais eu le même impact sur le basket? Et ouais, forcément, sans la planche, tu peux pas faire de bank shot. Et du coup, les filets, c'est la même chose ou à quel moment c'est apparu exactement? Alors comme je te disais, au départ, c'était carrément dans des paniers de pêche, donc les filets sont arrivés après, mais ils restaient fermés. Ok, mais du coup, à chaque fois pour aller récupérer le ballon et le remettre en jeu, ça devait être une véritable galère, non? Et ouais, d'autant plus qu'à l'époque, les franchises disposaient pas toutes d'un Yao Ming ou d'un Taco Fall pour enlever la balle. Donc au départ, le concierge débarquait avec son escabeau pour l'enlever du panier de pêche, et ensuite, avec une perche, il pouvait l'enlever grâce au filet. Mais justement, si c'était si galère, pourquoi ce fameux James Naismith a placé son panier si haut? Bah, tu te rappelles, tout à l'heure, je te disais que dans les gymnases, il y avait des espèces de balustrades, et ces balustrades, elles étaient à 10 pieds, soit 3,05 m. Et sur ces balustrades, il y avait des espèces de structures en fer sur lesquelles il était possible de mettre le panier. James Naismith, pour avoir un but vertical, pour lui, c'était le plus logique et le plus simple de mettre là-dessus. Ouais, donc en gros, s'il avait pas eu la flemme d'aller chercher 2 clous et un marteau, moi j'aurais pu devenir le prochain Vince Carter, quoi. Ouais, t'emballes pas quand même, parce qu'il faut savoir qu'en 1967, il y a un joueur qui utilisait et abusait tellement de ce skills que la NCAA a interdit le dunk en 1967. Ah oui, j'en ai entendu parler, il s'agit de Lou Alcindor, plus tard devenu Karim Abdul-Jabbar. Mais si je dis pas de bêtises, il s'est vengé en revenant plus tard avec une arme encore plus dévastatrice. Et ouais, cette arme, c'est le Skyhook. Et on est tout de suite d'ailleurs parti pour un 1 contre 1 avec Skyhook Only. Let's go! Sends it to Kareem. Skyhook up and good. Karim Abdul-Jabbar. Oh, elle est belle. First try. Je suis à 100% sur le Skyhook pour l'instant. Je continue. Même stratégie. Hop. Ah, petite bricasse des familles. Ok. Nice post-up. Oh, la réponse, elle est belle. Ok, des petits crossovers. Oh là, mais il maîtrise le move. Hop, non, feinte, de l'autre sens. Ah, c'était osé. Allez, aïe. C'est pas facile. C'est vraiment pas un move qu'on a dans le bag. Hein. C'est dur, hein. Oh là, il est pas loin. Oh, freestyle. Ok. Wouh. Oh. Good job. Ok les gars, c'est le 1 contre 1 se termine sur un score de 3-2. Franchement, c'était pas facile, hein. Qu'est-ce que t'en as pensé de jouer qu'avec des skyhooks? Super dur. On voit que je suis plus un mec qui joue au poste qu'un shooter. C'est vrai, ça t'a avantagé sur ce coup. Le ballon déjà il est super léger, donc forcément les sensations c'est pas les mêmes. Faire un tir dont t'es pas habitué, ça change encore plus tes sensations. Le skyhook c'est vraiment un geste en fait incontrable. Tu peux pas l'anticiper, tu peux pas voir le venir. Je sais pas pour toi, mais moi à chaque fois que j'essaie de mettre la main, ça Pareil. Strictement aucun effet. On comprend vraiment que c'était une arme qui a un petit peu révolutionné la NBA. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Allez vous abonner bien sûr à la chaîne du 6e homme et on se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo. Peace.